Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de ce que sont les marques utiles avec la Chief Innovation Officer du groupe Becoming. On sera également avec le directeur de l'UPFI, l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, pour parler du financement de la musique. On essaiera d'y voir plus clair dans le tissu passionnant des ETI françaises en compagnie d'un professeur d'économie titulaire de la nouvelle chaire ETI Lab qui vient d'être créée aux Mines de Paris. Et puis on terminera avec des solutions pour digitaliser le secteur de la restauration. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, eh bien, on va parler des marques utiles et de ce qu'elles peuvent faire pour notre pouvoir d'achat. Et pour ça, j'accueille sur ce plateau Cécile Badouard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Chief Innovation Officer chez Becoming, groupe de conseil et de communication. Et Becoming publie la 2e édition de son baromètre sur les marques utiles. D'abord, moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce que c'est qu'une marque utile aujourd'hui. Est-ce que c'est vous qui en faites la définition ou finalement ce sont les personnes que vous avez interrogées? Et quelle est cette définition? Alors, la définition d'une marque utile, selon les Français, puisque c'est eux qui en dressent la meilleure définition qui soit, c'est de considérer que là où il y a quelques années, l'utilité était fonctionnelle, aujourd'hui, l'utilité d'une marque, elle dépasse largement la fonctionnalité pour s'inscrire dans l'utilité sociétale, pour s'inscrire dans l'utilité à plus long terme, quand on parle de santé, quand on parle d'alimentation, et puis pour s'inscrire bien sûr aussi dans l'utilité environnementale. Autrement dit, la notion s'est vraiment stretchée, elle s'est vraiment augmentée, et c'est sans doute révélateur du fait que là où les Français ont des doutes sur la capacité des institutions à agir, ils ont moins de doutes sur la capacité des marques à leur être utiles. Dans la vie quotidienne, on vient de parler de pouvoir d'achat, et c'est très frappant dans l'étude, mais pas uniquement. Alors, quels sont les critères sur lesquels ils s'attachent particulièrement, les Français, pour définir qu'une marque est utile ou non? Ils s'attachent à quoi? Ils s'attachent à l'impact qu'elle a dans leur vie de tous les jours. Et quand on parle de ça, ils nous parlent d'une marque qui nous fait gagner du temps. Ça, c'est une marque utile. Et c'est sans doute un des critères qui nous paraît les plus simples. Et en même temps, c'est ce qui apporte le plus de confort de vie à ces Français. Donc, cette utilité, ce gain de temps que toutes les marques digitales ont pu apporter aux Français, et ça vient de là, ils nous en parlent. Et de la même manière, quand ils nous parlent de l'utilité dans la vie de tous les jours, ils nous parlent bien entendu de leur pouvoir d'achat. Et on voit que ce critère-là, c'est un critère qui est structurant, aussi bien dans la vie de tous les jours que dans la vie à plus long terme. Et quand on regarde les marques qu'ils associent à cette utilité-là, on retrouve tous les acteurs de la grande distribution, ce qui n'est pas très étonnant, parce qu'ils sont nés précisément avec cette promesse et cette raison d'être de défendre le pouvoir d'achat. Et il y a une progression d'ailleurs, je crois, dans le baromètre de ces marques de la grande distribution. C'est-à-dire qu'on sent que peut-être le sujet devient de plus en plus prégnant, en tout cas. Le sujet devient de plus en plus prégnant. Il y a 2 ans, les marques de la grande distribution étaient là parce qu'elles avaient montré qu'elles étaient des marques de première nécessité, des marques absolument indispensables, des marques qui avaient su s'adapter, des marques qui avaient rendu des services et qui avaient fait preuve et qui avaient fait commerce de solidarité, qui avaient fait commerce d'humanité. Aujourd'hui, quand les Français en parlent, ils ont les yeux rivés, bien entendu, sur l'inflation, et donc ils ont les yeux rivés sur la capacité de la grande distribution à les accompagner dans la défense de leur pouvoir d'achat. On peut même se dire qu'ils considèrent sans doute que la grande distribution va faire plus pour eux en la matière que le gouvernement. Alors, en tête de ce classement, on a parlé effectivement des marques de grande distribution. On trouve une marque américaine, Amazon. Qu'est-ce qui explique ça? C'est cette notion de gain de temps que vous citiez tout à l'heure, Cécile? Alors, déjà, ce qui est étonnant, c'est que c'est la 2e fois qu'elle est en tête.
ce classement, il se fait de manière spontanée, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de marque aux gens, hein, c'est eux qui nous les... Vous leur dites quoi? Citez-nous... Citez-nous les marques qui sont, à vos yeux, les plus utiles. D'accord. Et donc Amazon apparaît comme la marque la plus utile. Moi, je crois que ça vient de plusieurs choses. La première des choses, c'est que cette marque, elle a réinventé le service. Elle en a réinventé absolument les standards et elle a su le faire au plus près des besoins des gens et surtout des gens qui étaient les plus éloignés du commerce. Je pense à des Français qui vivent en province et qui ont vu leur vie changer grâce à Amazon parce que du jour au lendemain, quand ils ont besoin de tel ou tel produit, ils le commandent et le produit arrive chez eux immédiatement ou presque. Ce service-là, je pense que les Français l'ont gardé en tête. Amazon, c'est une marque de confort de vie absolu. Et elle a su se rendre indispensable. Et après, quand on regarde un peu plus les résultats, on se rend compte que oui, elle fait gagner du temps. Et puis par ailleurs, d'un point de vue sociétal, les Français nous disent, mais elle crée des emplois. Ah oui. C'est-à-dire donc qu'ils ont cette perception-là, en fait. Cette perception-là, parce que l'échantillon est un échantillon national et dans certains territoires, ils voient bien entendu l'impact qu'Amazon peut avoir sur l'emploi. Donc c'est une marque qui est une marque très polémique, hein, on le sait, mais tout ce qu'elle apporte de positif, finalement, fait oublier les griefs qu'on peut de temps en temps lui donner, lui accorder. Est-ce qu'il y a d'autres grosses marques américaines dans ce classement? Il y en a une autre, et sur une franchise de marque qui est totalement différente, c'est Nike. Ouais. Alors Nike, et c'est intéressant parce que c'est la seule marque, hormis toutes les marques de distribution ou tous les GAFA qui sont dans le classement. Nike, je pense que Nike, c'est la marque universelle par excellence. Nike, c'est à la fois une marque qui a un imaginaire extrêmement riche, parce que Nike, on l'oublie un peu, hein, l'étymologie, c'est la victoire. Je pense que cette marque-là, elle donne à toutes celles et à tous ceux qui l'adoptent un peu d'estime de soi. Hein, c'est un peu de victoire qu'on porte en portant des Nike, et ça dit ça, cette marque-là, qu'on vive aux États-Unis, en Afrique ou en Europe. Et puis Nike, elle a su capter parfaitement l'air du temps. Elle a su parler de diversité, elle a su parler de proximité, elle a su parler de liens, de connexion, elle a su créer des expériences aussi bien sur le digital qu'en physique. C'est une marque qui est sans faille. C'est une marque qui nous entoure, qui nous éveille et qui, à chaque fois qu'elle communique, nourrit cet imaginaire formidable. Mais on n'est pas dans le service. On est dans la marque plaisir, on est dans la marque du rêve. Mais du coup, c'est un peu contradictoire avec la notion d'utilité, qui était quand même la question posée. Eh bien, je pense que précisément, l'utilité qui était très fonctionnelle devient petit à petit et a cette capacité à devenir émotionnelle. Il y a beaucoup d'émotions dans l'utilité, c'est-à-dire qu'on oublie parfois que l'utilité, elle n'est pas gratuite. On est utile à quelque chose, on est utile à quelqu'un. Et les marques comme Nike savent faire ça. Et à partir du moment où elles savent faire ça, alors il y a de l'émotion qui rentre dans leur capital de marque et il y a de l'émotion qui rentre dans l'utilité. Comment est-ce que le consommateur appréhende cette question sur le plus long terme? Parce que vous l'avez dit en préambule, mais finalement, il y a l'utilité quotidienne et puis il y a tous ces enjeux de société sur le plus long terme. Comment est-ce que le consommateur se positionne vis-à-vis de ça? Les attentes sont de plus en plus grandes? Les attentes sont de plus en plus grandes et ils nous disent qu'une marque utile sur le long terme, c'est une marque qui va être capable d'améliorer la santé des Français. Qu'une marque utile sur le plus long terme, c'est une marque qui va améliorer l'alimentation des Français. Donc tout sujet, et de la même manière d'ailleurs, on voit quand on parle de marque utile à la société, là on parle de création d'emplois et là on parle d'environnement. C'est-à-dire que face à tous les défis qui sont les nôtres, les consommateurs et les Français pensent que les marques peuvent avoir une réponse. Quand on parle de marque aujourd'hui, on ne parle plus uniquement de marque commerciale. Hein. On parle aussi, et ils embarquent aussi, la marque entreprise, la marque corporate. Quand ils nous répondent, c'est une évidence. Ça change quelque chose dans votre métier de conseil et de communication, c'est cette nouvelle appréhension des choses? Ça change tout, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la marque, c'est plus uniquement un statut.
mais sont des actions, sont des contributions, sont des engagements. Et quand on est conseil et agence de communication, on accompagne les marques dans ce mouvement-là. Nous, chez Becoming, notre raison d'être, c'est d'aider les marques à améliorer la vie des gens. Ça tombe bien. À chaque fois, et c'est pour ça qu'on fait cette étude, parce que ça a évidemment une cohérence et une résonance, mais à chaque fois qu'on porte un projet, à chaque fois qu'on fait une vision d'entreprise, à chaque fois qu'on fait un plan de communication, à chaque fois qu'on innove, on se pose cette question de en quoi ce qu'on est en train de faire va permettre à la marque en question d'améliorer la vie des gens. Je pense que on est, nous, les acteurs du conseil et de la com, au beau milieu de ces enjeux-là. Et qu'on doit s'en emparer, on doit contribuer à faire que l'écologie soit plus lifestyle qu'elle ne l'est. On doit contribuer à faire savoir comment mieux consommer, on doit contribuer à faire savoir aux gens comment mieux s'alimenter, etc., etc., etc. Ça veut dire que la com est en train de prendre une place davantage stratégique aujourd'hui dans la conception du métier qui n'était pas celui-là avant. Avant, c'était juste on met le spot sur un produit. Là, on est dans une autre démarche, en fait. C'est très juste. C'est-à-dire que là, on était très présent pour faire briller. On est là maintenant pour, au-delà et en amont, concevoir. Imaginer. Puis ensuite, il sera temps de faire briller. Mais on est là pour donner du sens. On est là, effectivement, pour conseiller et créer des produits, accompagner à créer des produits qui ont du sens et de l'utilité, et après quoi on les communique. En tout cas, c'est vraiment la manière dont nous on travaille chez Becoming aussi. Une marque qui ne serait pas utile est une marque qui est vouée à une mort certaine? Je pense que la futilité, elle va être moins présente qu'elle n'a pu l'être, et que moins une marque sera utile, et moins elle sera mémorisée. On voit bien que ça rentre dans les ancrages et dans les repères et dans les balises des marques aujourd'hui. Il y a le sens, il y a l'utilité et il y a la capacité à prouver. Je pense que ce sont les 3 balises maintenant des marques. Merci beaucoup pour cet éclairage. Cécile Badouard, Chief Innovation Officer chez Becoming. Je rappelle votre baromètre sur les marques utiles qui vient de paraître. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous. On va parler musique maintenant avec Guillaume Côté, directeur général de l'UPFI. Bonjour. Bonjour. Alors l'UPFI, c'est l'Union des producteurs phonographiques français indépendants. Vous regroupez en fait les producteurs et distributeurs de musique indépendants. Et on parle avec vous du financement du Centre national de la musique. Ça fait pas mal parler ces dernières semaines. Et c'est quand même une institution que moi, je dois dire, je connais assez mal. Institution assez récente en même temps. Hein. Je crois que ça a été créé en 2020 pour rassembler l'ensemble des acteurs de la filière. Est-ce que, déjà pour commencer, vous pouvez nous reposer le cadre, c'est-à-dire à quoi sert ce CNM ? Bien sûr. Alors, le Centre national de la musique, effectivement, c'est un établissement public récent, puisqu'il a été créé le 1er janvier 2020, au terme de nombreuses années de concertation difficiles, autant le dire. Effectivement, il est peu connu du grand public, et pourtant, les missions qu'il sert, indirectement, bénéficient au grand public, au public de la musique, évidemment. Cet établissement, il a pour but de fédérer et de structurer une filière musicale en centralisant des missions qui, jusqu'à présent, étaient essentiellement prises en charge par des acteurs privés, associatifs, syndicaux, entreprises, etc. On va dire que sa création durant le premier mandat d'Emmanuel Macron a été une vraie bonne nouvelle pour la filière, à ceci près que le gouvernement n'a pas prévu un schéma de financement complet et pérenne. Aujourd'hui se pose effectivement la question du financement, question qui n'est pas posée dans le projet de loi de finances pour 2023, d'où ce débat passé dans la presse est devenu finalement assez grand public que nous avons souhaité porter autour d'une proposition visant à compléter ce schéma de financement. Et parce que si j'ai bien compris, il faut trouver 20 à 25 millions à l'horizon 2024, ce qui est le double de la subvention que vous apporte en gros le ministère de la Culture. Alors, pas tout à fait. Il y a une dotation du gouvernement, enfin de l'État aujourd'hui, qui va vers le CNM en vue de financer le fonctionnement de l'établissement et également quelques missions transversales, qui est à hauteur de 26 millions d'euros et qui correspond exactement à la trajectoire budgétaire prévue. Donc de ce côté-là, évidemment, nous sommes tout à fait satisfaits.
satisfait. Une autre part du financement, côté privé, provient du spectacle vivant, à travers une taxe qui existe déjà depuis de nombreuses années sur la billetterie, voilà, et qui vient abonder aujourd'hui le CNM et financer, vous l'aurez deviné, en grande majorité, surtout des projets de live. Le problème, c'est qu'advient-il de la musique enregistrée, qui est l'autre jambe de la filière musicale. Aujourd'hui, il n'y a pas de contribution, ou alors de manière extrêmement marginale. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est d'apporter une solution. Alors, on propose, nous, UPFI, mais on n'est évidemment pas les seuls, puisqu'elle est soutenue par une très large coalition d'organisations professionnelles représentant de la diversité de la filière. Auteurs, compositeurs, éditeurs, producteurs de musique enregistrée, producteurs de spectacles, etc. Tout le monde s'y retrouve, à part les multinationales de la musique enregistrée. J'ai cru comprendre qu'il y avait une certaine divergence, en effet. Tout à fait. Il y a une divergence qu'on assume tout à fait et qu'on a essayé de résoudre avec eux et ça n'a pas été possible. Mais quel est ce projet aujourd'hui ? Il s'agit tout simplement d'appliquer au chiffre d'affaires de l'ensemble des opérateurs diffusant de la musique en ligne une taxe d'un niveau très faible, 1,5%, dont le produit 1,5% de quoi ? Du chiffre d'affaires. D'accord. Réalisé en France ? Réalisé en France, okay. Et qui permettra d'abonder le financement du CNM et de lui permettre d'assumer pleinement ses missions. Je peux en citer quelques-unes. Il y a par exemple la production d'études économiques sur la filière musicale. Quand je dis études économiques, je voudrais préciser impartiales, puisqu'aujourd'hui elles sont produites pour la musique enregistrée par le syndicat des majors. D'accord. C'est un point à retenir, important. Il y a également le soutien financier à la diversité musicale, à la production musicale, mais dans sa diversité, c'est-à-dire avec un soutien accru à des esthétiques typiquement qui sont moins consommées en streaming, par exemple, en tout cas moins rémunératrices. Mais il y a aussi l'accompagnement des acteurs vers différents types de transition numérique, transition écologique, etc. Donc le produit de cette taxe vise à aider le CNM à absorber pleinement les missions qui lui ont été confiées par la loi, par le législateur, et qui aujourd'hui, il est de fait, en raison de ce manque de 20 à 25 millions, en incapacité d'assumer. D'accord. Alors, moi j'ai quand même une question. Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan des plateformes, puisqu'il s'agit de taxer les plateformes, comme YouTube ou TikTok, on va dire, qui ne rémunèrent d'aucune façon, a priori, la musique, ou très faiblement, et les plateformes de streaming payantes sur abonnement type Spotify ou Deezer, qui, elles, versent une rétribution aux artistes. Est-ce qu'on peut les mettre sur le même plan ? Bien sûr, et il y a même, de notre point de vue, une obligation à prévoir une égalité devant cette taxe de l'ensemble des acteurs. De fait, aujourd'hui, on ne le cachera pas, et là-dessus, avec les multinationales, on est plutôt raccord, les plateformes gratuites du type TikTok, Facebook et dans une certaine mesure YouTube ne contribuent pas au financement de la création, ou en tout cas à verser un revenu aux ayants droit qui soient en capacité d'être réinjectés dans la nouvelle création, qui est à la hauteur de leur utilisation de la musique. Quand on voit sur TikTok à quel point c'est une plateforme qui capitalise énormément sur les contenus musicaux et qui ne reverse quasiment rien aux ayants droit, on est en droit de se demander s'il n'y a pas un problème à résoudre. Et cette taxe vise à résoudre en partie ce problème, puisqu'elle va s'appliquer autant au chiffre d'affaires payant qu'au chiffre d'affaires du gratuit. Oui, mais du point de vue des plateformes payantes, c'est presque un peu la double peine. Non, parce que de notre point de vue, il y a très peu de risques que cette taxe soit répercutée sur leur propre marge. Une plateforme comme Spotify, par exemple, reverse environ 70% de son revenu aux ayants droit. Notre calcul, et on l'a fait et les ayants droit l'acceptent, est que cette taxe sera répercutée sur le revenu qui leur est reversé. C'est-à-dire que ce sera plus 60%, mais 60% moins les 1,5 en gros. Voilà. Si je comprends bien, d'accord. Et alors quand vous dites que les plateformes gratuites ne reversent rien, c'est-à-dire qu'effectivement TikTok capitalise beaucoup sur la musique, sur une vidéo qui fait des millions de vues, et donc c'est la musique fait des millions d'écoutes, il n'y a rien qui est reversé du tout aujourd'hui ? Alors, en tout cas, c'est très très faible, puisque sur TikTok, ça n'est pas le nombre de vues de la vidéo qui vous rapporte du revenu, mais c'est le nombre de vidéos que vous mettez à disposition. Donc, si vous publiez une vidéo qui est vue par, mettons, 100 millions de personnes, enfin, en tout cas 100 millions de fois, ça ne va pas nécessairement vous rapporter davantage de manière proportionnelle aux vues. Voilà, donc c'est effectivement on va dire quelque chose que nous regrettons aujourd'hui, qui
selon nous, a vocation à changer dans un avenir plus ou moins proche. Mais aujourd'hui, on le voit avec les différentes annonces, soit de Facebook qui souhaiterait davantage cadrer un petit peu l'utilisation des vidéos musicales et le revenu qui en est tiré. Et de notre côté, TikTok, par exemple, qui souhaite lancer sa propre plateforme de streaming par abonnement. On a peut-être des leviers ici de discussion avec eux, puisque ce sont des acteurs qui devront davantage se mettre dans les rails des usages à la française pour ce qui est de rémunérer les ayants droit décemment. Et vous parlez d'usage à la française. Est-ce que vous savez comment ça se passe dans les autres pays? Est-ce qu'il y a déjà des choses de ce type qui existent? Alors, globalement, non. On a fait évidemment quelques études poussées de cela, puisque nous faisons partie de plateformes européennes ou internationales qui sont en capacité de nous remonter aussi ce genre d'informations. Et ça n'est pas du tout quelque chose de courant. Quelque part, on peut dire que la France est un petit peu spécialisée dans ce type de dispositif qui consiste à taxer, on va dire, à trouver des mécanismes permettant de corriger un peu certains effets du marché pour valoriser la diversité culturelle, pour financer la création, etc. Au final, ce qu'on propose dans la musique, c'est pas tellement différent de ce qui existe dans le cinéma depuis de nombreuses années, où typiquement dans la taxe sur l'entrée en salle, un blockbuster américain va contribuer à financer la création française de demain, création française et européenne. On est dans le même dispositif ici. Alors évidemment, il y a des acteurs typiquement multinationaux que ça fâche. Pour une raison toute simple. Typiquement, si on prend le premier répertoire, la part de marché du premier répertoire sur les plateformes, c'est le répertoire international, qui fait à peu près 60% d'une plateforme comme Spotify. C'est énorme. Ouais. Mais qui est propriétaire de ce répertoire international? Les majors de la musique. Donc, je comprends qu'elles ne soient pas ravies. Toutefois, si on essaye de voir un petit peu plus loin que ça, que permet cette taxe et son produit une fois affecté au CNM? Il y a un avantage à court terme. Ça permet de financer notamment la production de nouveautés. Et ces subventions, ce soutien-là, les majors aussi y ont accès depuis longtemps. Il y a aussi un autre avantage qui est à plus long terme, c'est que ça contribue à faire de la France un marché extrêmément dynamique en termes de production. Aujourd'hui, on est le 5e marché mondial et nous aimerions le rester. On est le 5e marché mondial. Et oui. Mais avec éventuellement les marchés asiatiques qui poussent derrière. Donc on a besoin de conserver ce dynamisme. Par ailleurs, il y a un autre élément de long terme auquel nous aimerions que les plateformes réfléchissent un peu plus. C'est la nouveauté d'aujourd'hui, c'est le catalogue de demain. Et ce catalogue de demain, il va être très utile, il va être fondamental pour les plateformes pour arriver à capter de nouvelles populations, de nouveaux abonnés. Aujourd'hui, il y a un gros effort qui est fait notamment sur les jeunes, qui sont ceux qui consomment de manière très massive les contenus typiquement sur les plateformes musicales, et pas que, mais on a également d'autres publics qu'il faut amener vers le streaming, et aujourd'hui, c'est moins le cas, des publics plus seniors, etc., qui sont éventuellement attirés par d'autres types d'esthétiques, des esthétiques qui aujourd'hui sont plus en difficulté, sont moins bien financées. On peut penser évidemment à des exemples évidents comme le classique ou le jazz, mais pas que. Même le rock, même la variété française sont plutôt fragilisés et ne trouvent pas toujours un financement à la hauteur du risque qu'ils représentent. Alors, il y avait eu une tentative d'amendement déposée à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances 2023 qui a été rejeté. Il y a donc maintenant une mission parlementaire. Oui. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous pensez que ça a des chances d'aboutir aujourd'hui? Alors la mission, elle va aboutir. On a toute confiance dans monsieur le sénateur Julien Bargeton qui effectivement s'est vu confier cette mission. De notre point de vue, cette mission, elle aurait dû intervenir beaucoup plus tôt, avant l'été, j'ai envie de dire au minimum. Cette concertation, elle est nécessaire. On a eu plusieurs auditions, plusieurs tables rondes à l'Assemblée, au Sénat, etc., où nous avons tous mis un petit peu nos arguments sur la table. Qu'il y ait des angles morts, des choses à davantage documenter, c'est possible. Quelque part, de notre point de vue, ça aurait dû être fait avant. En tout cas, pour ne pas avoir cette année un petit peu compliquée de transition qui est 2023. Maintenant, nous sommes, évidemment, à la disposition du sénateur Bargeton pour apporter des arguments en faveur de cette taxe, qui est un sujet que nous avons travaillé depuis de nombreux mois et qui nous semble plus pertinent. Il a semblé le plus pertinent à de nombreux acteurs. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres propositions qui ont été mises sur la table, que nous avons étudiées aussi, qui peuvent avoir leur mérite, mais aussi éventuellement des... Par exemple? Alors, il y a une proposition qui a été faite d'aménager la taxe sur la vidéo.
taxe sur la vidéo qui est reversée aujourd'hui au CNC et qui intègre en son sein une taxe sur le gratuit, seulement sur le gratuit, qui est qu'on appelle communément la taxe YouTube. Sauf qu'il s'agit bien d'une taxe sur la vidéo. Donc ça veut dire qu'en faire une taxe dédiée à la fois à la vidéo ou à l'audiovisuel et à la musique, ça reviendrait à mettre tout ça à plat et c'est pas quelque chose d'évident. Par ailleurs, encore comme je l'ai dit, les acteurs gratuits pourraient tout à fait s'opposer à cela en prétendant que les acteurs payants ne sont pas soumis au même type de taxation. Quand on regarde ce qui se passe du côté de l'audiovisuel, Netflix s'acquitte d'une taxe qui est la TSV et YouTube aussi, qui est à 5,15% pour chacun des deux. On ne pourrait pas comprendre qu'en musique, YouTube paye une taxe à 1,5 et que Spotify ne le fasse pas. Maintenant, nous, de notre point de vue, puisqu'on comprend évidemment les inquiétudes autour éventuellement des répercussions de cette taxe. En termes de prix pour les abonnés, par exemple ? Notamment, évidemment qu'on a étudié le sujet. Quel que soit, in fine, le scénario de répercussion, que ce soit partiellement ou à 100% sur les ayants droit, sur la plateforme ou sur le consommateur, nous avons choisi à dessein un taux extrêmement faible pour être sûr que cet impact soit indolore. Voilà. Donc après, nous avons aussi de bonnes raisons de croire que l'impact sur le consommateur sera à peu près nul et qu'il sera plutôt du côté des ayants droit. Voilà. Nous avons tous autant intérêt à ce que les plateformes conservent un niveau d'abonnés qui soit fort, voire à encourager une meilleure pénétration du marché du streaming en France. En fait, derrière, c'est toute la transformation numérique de l'industrie en fait, qui se pose et de comment rendre ce modèle pérenne. Cette taxe serait un moyen, selon vous, de rendre cette industrie pérenne ? Tout à fait. Alors, aussi avec un angle qui est très particulier et qui tient beaucoup, auquel les producteurs indépendants tiennent beaucoup, qui est celui de la diversité musicale. Quand on regarde aujourd'hui le modèle de rémunération du streaming, c'est quelque chose qui n'est pas forcément su par le grand public, mais il est le suivant. Le prix de mon abonnement, je paye un abonnement par exemple de 10 €. Je vais écouter que du classique. Mais l'ensemble de mes 10 € ne vont pas aller vers les artistes classiques ou les labels classiques que j'écoute. Ça va être remis dans un pot commun et après redispatché entre les différents artistes et labels en fonction de leur part de marché sur l'ensemble du catalogue. Donc ça veut dire que les artistes classiques ne vont pas voir arriver une rémunération à la hauteur de ce que moi j'ai écouté en tant qu'utilisateur. Alors ça, chacun défend ou pas ce modèle-là. De notre point de vue, abonder correctement le CNM et prévoir des dispositifs de soutien à la création tels que ceux qui existent au CNM, c'est une manière de corriger un peu ça. Pourquoi ? Parce que si demain, on a un revenu qui continue à être extrêmement faible pour le classique, mais aussi, encore une fois, pour le rock, pour la variété française, etc., donc, pour le jazz, voilà, ce sont des musiques qu'on ne pourra plus produire. Parce que le ratio entre le risque et la rémunération qui en est tirée pour le producteur est tout simplement intenable. Donc en fait, on deviendra un pays qui ne produit que 2-3 esthétiques, ce qui serait forcément dommage. Merci beaucoup pour ces explications. Guillaume Cotet, je rappelle que vous êtes directeur général de l'UPFI. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je suis maintenant avec Pierre Fléquinger. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes professeur d'économie aux Mines de Paris et titulaire de la chaire ETI Lab. Vous êtes également professeur à la Paris School of Economics. La chaire que je viens de citer, elle a été récemment créée par Mines Paris en partenariat avec le club ETI Île-de-France et le METI. Il y avait un vrai besoin de développer la recherche économique autour des ETI. C'est un tissu qu'on connaît mal aujourd'hui ? On le connaît effectivement extrêmement mal. Ça, c'était la motivation initiale de la chaire en termes de recherche. Mais c'est aussi une chaire d'enseignement. C'est-à-dire que ce qui est très important, ce qui me tient à cœur, parce que je suis aussi enseignant-chercheur, c'est important la recherche, mais l'enseignement, c'est très important, c'est d'impliquer les jeunes aussi dans cette recherche sur les ETI et dans le terrain, de participer au développement de ce tissu industriel, quoi. Et il y avait un grand besoin de connaître, dans la mesure où c'est une catégorie récente. Et sans rentrer dans les détails, c'est compliqué même de définir ce que c'est une entreprise, de définir les contours d'une entreprise. Et donc, depuis 15 ans que la catégorie existe, on n'est même pas encore tout à fait sûr de qui sont ces animaux, si je puis dire, qui sont fascinants au demeurant.
C'est vrai, on n'arrive pas à bien définir une ETI. Moi, je croyais que c'était... Enfin, moi, j'avais mes propres critères en tête, mais alors, visiblement, ils ne doivent pas être bons. C'est bien, vous avez dû faire vos devoirs là-dessus. Effectivement, on a des critères statistiques définis dans c'était une loi de 2008, loi de La catégorie INSEE, là. Ouais. Exactement, oui. C'est la loi de 2008 qui définit une catégorie en plus entre les grands groupes et les micro-entreprises. Et on n'avait rien pour identifier ces acteurs du milieu. Mais la question, c'est une fois qu'on a dit ça, même si on a des critères, donc entre 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1,5 milliard et 1,5 milliard au maximum, et surtout 250 à 5 000 employés, on a une vraie question de définir ce que c'est une entreprise qui est une collection d'établissements, d'unités légales, de magasins, de centres de production, etc. Et si on a une définition légale, ce que c'est qu'une unité légale, ça on sait dans les statistiques nationales, ça ne veut pas dire qu'on sait pour autant qu'une collection d'unités légales est une entreprise. Juste pour vous donner un exemple très simple, on peut avoir, je sais pas, un magasin d'un côté, c'est une unité légale, et de l'autre côté un centre de production. À un moment donné, il faut réussir à joindre ces unités légales pour expliquer que ça, c'est une entreprise. Et cet effort-là, en fait, il est encore en cours par l'INSEE. Ça fait 15 ans, c'est un très très gros travail de profilage. Donc même, si vous voulez, même d'un point de vue statistique de définition, c'est pas encore gagné, j'allais dire. Donc ça fait partie des efforts qu'on veut faire. Et la réalité, ensuite, au-delà des statistiques, il faut connaître qui sont les gens qui font les ETI, qui sont ces entreprises, leur secteur d'activité, etc. Et ça, c'est encore un deuxième volet qui est plus intéressant que la statistique encore, je dirais, c'est le terrain. Mais justement, on dit souvent les ETI sont des entreprises familiales. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue? Il y en a 5400, je crois, à peu près. Donc, est-ce qu'on est dans cet ordre-là? J'espère que vous avez bien lu les lettres de l'ETI Lab. Effectivement, vous avez raison. C'est bien 5400. Alors ça, on a effectivement en tête... c'est des chiffres qu'il faut encore prendre avec des pincettes, exactement pour les raisons que je viens d'évoquer précédemment. Mais c'est de l'ordre de 50% sans doute dans ces 5400 qui seraient des ETI familiales, c'est-à-dire dont le capital est encore, et là on entend français essentiellement, des ETI françaises qui ont été créées par des familles françaises au cours des décennies, voire des siècles passés. Il y a des ETI très très vieilles. La doyenne du club ETI a près de 500 ans. C'est qui? Je vais je vous ai posé une colle. Non, absolument pas. C'est Berger-Levrault, je les ai vus. Ah oui, très bien, je vois, absolument. Alors, mais je vais pas faire de la pub pour des entreprises en particulier, donc je vais essayer. Non, mais ça permet d'avoir un cas concret, en tout cas. Et ils sont dans la transformation permanente depuis des siècles. Donc, ça, c'est un cas extrême, hein, et ça, c'est un cas d'entreprise familiale extrême, mais... Plus récemment, on a beaucoup d'entreprises qui sont familiales de première génération, dans le sens où c'est un fondateur, un brillant capitaine d'industrie qui a construit en l'espace de quelques années, quelques décennies, des entreprises en partant de quelques dizaines d'employés, par exemple, en reprenant une petite entreprise et qui en ont fait des réseaux de 1200 personnes, 3000 personnes en France. Ça aussi, c'est une ETI familiale, mais vous comprenez bien que le caractère entrepreneurial, quand on est dans l'industrie depuis Gutenberg ou quand on est, dans la rénovation énergétique selon les techniques modernes, c'est quand même pas tout à fait la même. Mais ça, c'est 50% d'entre elles à peu près, disons, qui sont familiales. Et on dit souvent d'ailleurs que c'est pour cette raison qu'elles sont plus résilientes que les autres entreprises. Votre analyse là-dessus? C'est un bon point, c'est un point qu'on a commencé à creuser. Alors, là, ça fait appel encore à un troisième pilier de la démarche de recherche et d'implication des jeunes. C'est plutôt en passant par la théorie, l'abstraction, comprendre quels sont les modèles et les motivations en fait, qui président au développement de ces entreprises. Et effectivement, quand on est familial et que typiquement dans l'actionnariat, par exemple, on a des cousins, etc., on est un peu plus engagé vis-à-vis de ces actionnaires que quand les actionnaires sont anonymes et financiers sur le marché financier ou quand c'est uniquement des banquiers, par exemple, ou des fonds qui tournent. Donc le capital familial, c'est effectivement un engagement vis-à-vis des actionnaires. Et c'est aussi souvent associé donc à une stabilité qui veut dire un engagement vis-à-vis des employés. Et troisièmement, ce capital est souvent associé à des actifs, comme on dit en économie, des usines, des centres de production par exemple. Et ces actifs, il y a un attachement territorial qui va avec, et la pérennité effectivement,
c'est pas surfait de parler de pérennité pour les ETI, ça on le sent très bien sur le terrain et même dans les statistiques. Effectivement, cette dimension de capital familial donne cet ancrage, cette pérennité, parce qu'il y a toutes ces parties prenantes et ça multiplie les incitations, si vous voulez, des dirigeants à bien faire, parce que c'est des gens qui connaissent leurs employés, leurs actionnaires familiaux, etc. Donc il y a clairement une valeur spécifique à cet engagement du capital familial dans les ETI. Et peut-être moins soumis à des changements de gouvernance aussi, donc qui permettent de se projeter plus dans le temps. Oui, alors ça va aussi avec l'idée que si vous avez décidé de garder le contrôle familial, effectivement, si c'est à votre fille, votre fils que vous voulez transmettre l'entreprise, vous avez des incitations qui vont probablement au-delà de la date de votre retraite. Alors, comme vous savez, le sujet de la transmission, c'est un gros sujet, justement. Un gros sujet, ouais. Et ça a évidemment donc, cet avantage de donner un horizon, mais c'est aussi une question complexe quand il s'agit de faire cette transmission et de donner aussi potentiellement les clés à des gens qui seront innovants, qui peuvent venir de l'extérieur. Donc il y a vraiment évidemment cette clé centrale à cet endroit-là avec les ETI. Pour que la pérennité et le long terme soient vraiment les objectifs, il faut penser ce chaînage aussi, quoi. Il faut que le chaînage marche, quoi. On dit souvent aussi que finalement, nos ETI françaises ne sont pas assez nombreuses si on regarde ce qui s'est fait en Allemagne. Et pourtant, je crois que sur les périmètres, ce n'est pas tout à fait la même chose, ni la même définition, ni le même mode de fonctionnement. Donc, est-ce que ce parallèle, il est fondé ? Alors, le parallèle, il est fondé dans une certaine mesure. Là aussi, c'est finalement, quand on a parlé immédiatement de profilage, vous comprenez la difficulté de définition au départ. Et c'est vrai que la tendance qu'on a, c'est de comparer à un tissu un peu plus diffus, qui est le Mittelstand allemand, dans lequel on a une inclusion. C'est un tissu plus dense, c'est sûr. La comparaison est difficile parce que, la comparaison objective, statistique, brutale, si vous voulez, est difficile parce qu'ils n'ont pas les mêmes catégories, simplement. Et ça, c'est un vrai horizon de recherche de comprendre si, dans ce concept de Mittelstand, qui nous fascine pas mal ici, parce qu'on voit la réussite de l'industrie allemande, qu'on considère beaucoup basée sur ce modèle, on a quand même besoin d'objectiver quelles sont la taille des entreprises, quels sont les liens entre elles, et quel est le degré de familial, par exemple, parmi elles. C'est vrai, ça c'est quelque chose qu'on objective assez facilement. Il y a quand même beaucoup de ces entreprises qui sont familiales et territoriales, donc qui ont cette dimension propre aux ETI. Mais leur inclusion et leur taille leur inclusion dans les chaînes de valeur et leur taille, c'est quelque chose qui nous reste encore à creuser, si vous voulez, pour avoir une comparaison valable. Vous avez parlé d'enseignement et de la façon dont vous vouliez impliquer les jeunes dans cette recherche. Et je trouve ça assez intéressant parce que je connais quand même bon nombre de patrons d'ETI et à chaque fois que je les reçois, tous me disent en gros que quand même ils ont des problèmes d'attractivité parce qu'ils ne sont pas très connus, ils sont sur des métiers industriels, et d'ailleurs dont on ne mesure pas la diversité. Je vais prendre un exemple, j'avais qui m'a énormément marqué, la patronne de Sodebo qui me disait dans une pasta box il y a 100 métiers et franchement les gens ne le savent pas et c'est compliqué pour nous d'aller séduire, donc je suis en train d'aller nouer des partenariats pour faire en sorte que dès la 4e les jeunes puissent venir en entreprise ou avoir des mentors, des référents pour découvrir. Je pense qu'il y a un vrai enjeu d'attractivité aujourd'hui pour ces ETI. Alors en effet, c'est un enjeu central. Juste pour illustrer quand même un point qui est important pour différer, qui font que les ETI et les grands groupes diffèrent à cet endroit de la valeur des gens et des talents en interne. Et donc la question centrale de l'attractivité, c'est que les ETI réalisent en fait dans leur production une plus grosse partie en se basant sur le travail et donc sur ce qu'on appelle le capital humain versus le capital physique. Et donc dans cette mesure, c'est très important pour eux d'entretenir ce capital humain et de faire rentrer en permanence des nouveaux talents. Et cette question de l'attractivité, elle se pose à de nombreux endroits. Il y a des questions de type de métier, il y a des questions géographiques, et il y a aussi une question de méconnaissance simplement des jeunes de cette catégorie. Et vous savez, les marques grand public des grands groupes, les jeunes les connaissent tous. Je ne sais pas si je vous prends l'exemple de l'école des mines. Ils sont parfaitement au courant que s'ils veulent aller travailler chez Total Energy, voilà, il y a eu 200 stagiaires dans les 4 années précédentes. Il y a un chaînage naturel. Donc il faut pour l'attractivité déjà les rendre visibles. Ça c'est un premier point. Mais ça ne se fait pas donc que par la recherche. Ça se fait aussi avec des développements de stages en ETI. Ça a déjà commencé depuis 2 ou 3 secondes. On est déjà dans la 3e année là-dessus. Il y a le corps des mines et les ingénieurs civils qui sont de plus en plus au contact des ETI pour des stages. Ça c'est une première manière de rentrer là-dedans.
Et par la recherche, ensuite, c'est une circulation continue, si vous voulez. Il y a ceux qui font des stages recherche qui ensuite se retrouveront en ETI, etc. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire à l'échelle de l'ETI. Là, pour revenir un coup au-dessus sur l'attractivité, parce que c'est vrai que c'est une question importante, il y a des leviers basiques qu'on peut déjà mobiliser. C'est leur expliquer, si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, si vous voulez savoir faire quelque chose, le savoir-faire, c'est crucial, en fait, chez les ETI, en particulier industriels. Ouais. Allez passer un moment là-bas. Là, vous allez vraiment apprendre quelque chose. Et les salaires, en plus, ne sont pas moins bien. Au contraire, dans l'industrie, par exemple, chez les ETI. Donc, il y a des arguments qu'il faut juste mettre sur la table, en réalité. Sur le long terme, il y aura d'autres mesures aussi. On pourra en reparler si vous voulez après. Mais c'est pareil, elles ont un déficit d'image en matière d'innovation, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas vues comme des entreprises innovantes. Or, je crois que c'est 23% de la R&D, des budgets R&D en France qui sont dépensés par les ETI. Alors ça, c'est un vrai sujet de l'innovation. Il y a déjà, là, on a parlé savoir-faire juste avant. Le savoir-faire, c'est la base qu'il vous faut pour l'innovation. C'est bien comprendre ce que vous faites, bien le maîtriser. Et effectivement, ensuite, il faut se renouveler en permanence. Les ETI ont vraiment cette chance, cette spécificité en termes de taille. Vous n'êtes pas noyé dans un gros organigramme où il faut 18 niveaux de validation exactement pour acheter un nouveau crayon qui va vous permettre d'écrire la bonne idée, si vous voulez. Et ça, les ETI ont cet avantage. Ça, je vous parle d'un côté terrain concret. C'est vraiment un endroit où elles ont un avantage. Sur les budgets de R&D, il y a des questions qui se posent aussi sur est-ce qu'il ne faudrait pas, c'est par exemple Philippe Aghion, qui est d'ailleurs président du conseil scientifique, qui le met souvent en avant, c'est que est-ce qu'il ne faudrait pas justement inciter un peu plus ces acteurs, c'est-à-dire leur faciliter cette R&D en leur donnant des avantages un peu plus forts, plutôt pour les plus petites entreprises que pour les grosses, pour investir en R&D. Parce que la R&D qui est productive, elle est faite beaucoup chez ces ETI, justement. Le crédit impôt recherche, par exemple. Ouais. Ça, c'est un des messages importants de Philippe, de dire il faut arrêter de donner trop de rente aux plus gros pour essayer de décaler ce financement là où elle est immédiatement productive, en fait, cette R&D, où elle est moins enserrée dans des carcans moins innovants, disons, simplement du fait de la taille des groupes, et aussi sur des marchés potentiellement de niche, où il y a des gros potentiels si on arrive à internationaliser ce genre de choses. Donc oui, clairement, cette innovation, c'est quelque chose qui est un des gros sujets de recherche, une des grosses directions de recherche. La question des politiques publiques, quelle politique publique à cet endroit, c'est quelque chose qui intéresse aussi le MESRI, par exemple. Et on va sans doute lancer une thèse dans les années, peut-être l'année prochaine, sur le sujet précisément. Là encore, il faut connaître. C'est-à-dire que juste pour... Avant de faire des recommandations, il faut connaître. Il faut se documenter. Il faut avoir une démarche scientifique et un peu froide d'objectivation dans un premier temps, déjà. Justement, puisque vous parlez de politique publique, Emmanuel Macron avait lancé un plan Nation ETI avec pour objectif d'en faire émerger 500 de plus en 5 ans. Déjà 500 de plus au regard de 5400, ça me paraît un pourcentage assez élevé. Est-ce que c'est d'abord la bonne stratégie ? Est-ce qu'il faut aujourd'hui plus d'ETI, ou est-ce qu'il faut plus de PME qui deviennent ETI, ou est-ce qu'il faut que nos ETI deviennent des grands groupes ? C'est une très bonne question. Alors, en particulier, c'est Olivier Grégoire qui a effectivement remis ça sur la table. Stratégie Nation ETI, ça a déjà à peu près 3 ans. Il y a plusieurs questions. La première, c'est celle qu'on a déjà soulevée, c'est la définition. De quoi parle-t-on ? C'est la première question. C'est-à-dire qu'il y a ça éclairé. Mais mettons-la de côté, on en a déjà suffisamment parlé. La question, c'est comment fait-on une ETI ? Alors, la fabrique d'une ETI, c'est à ce qu'on peut observer sur le terrain, beaucoup de l'agrégation. Il faut de la croissance externe pour accélérer la croissance organique naturelle. Et il y a clairement des choses à faire dans la consolidation de réseaux de services. Il y a certains secteurs où j'ai pu observer beaucoup d'entreprises dans le médical, dans le bâtiment, qui ont réussi en fait à créer des marques nationales en agrégeant des PME. Ça, c'est une manière très, très productive d'ailleurs de créer des ETI, parce qu'on a des économies d'échelle, des savoir-faire, des marques qui se développent, et encore une fois, c'est un levier de projection ensuite. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est sûr, pour en créer. Mais si on veut créer des ETI, vous m'avez dit, faut-il faire des grands groupes de certaines ETI ? Je dis, si on veut créer des ETI, quels sont des grands groupes ? Alors évidemment, c'est pas une recommandation de politique publique que j'imagine bien, oui. J'entends juste que c'est pas évident a priori en haut de savoir ce qu'on doit faire, parce qu'il faut garder l'agilité. Donc
Effectivement, si on peut imaginer que d'un coup on se retrouve avec, on a aujourd'hui 263 grands groupes en France, il y a dans les derniers chiffres solides de l'INSEE, si on créait 300 grands groupes, est-ce que ça serait mieux plutôt que d'avoir 500 ETI de plus, parce que ça voudrait dire qu'il y a peut-être moins d'ETI, mais c'est qu'elles ont grossi. C'est dur de répondre. Et je pense que c'est des questions sectorielles aussi dans lesquelles il faut regarder. Ça ne peut pas être pensé complètement indépendamment des filières stratégiques, etc., à mon sens. Donc, les ETI, ça a tous les avantages qu'on a mentionnés avant. En créer 500 de plus, il faut sans doute qualifier un petit peu plus. Est-ce que c'est faisable ou pas? Ça faisait partie de votre question. Oui. Je réponds jusqu'au bout. En gros, au rythme actuel, c'est un objectif qui paraît tout à fait réalisable. La question, c'est la qualité des entreprises correspondantes qu'il va falloir... C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont dans les bons secteurs? Est-ce que ça a vraiment une valeur économique ajoutée d'avoir des plus grosses entreprises? Au moment où on parle de réindustrialiser la France, il y a peut-être effectivement une recherche de secteur à faire pour pousser davantage certains secteurs vis-à-vis d'autres. Ça c'est la question de la politique industrielle en France, effectivement, qui est en partie faite autour des filières, des secteurs, d'identifier des secteurs stratégiques. Ça fera toujours partie des enjeux. La question, c'est de savoir dans 5 ans quels seront les secteurs stratégiques. Enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre qu'effectivement il y a toujours des décalages entre la vitesse économique et la vitesse politique, et qu'il faut que ça soit bien coordonné à cet endroit-là. Je serais très prudent sur la question sectorielle, parce que justement on est en termes là de recherche, j'allais dire, on est justement en train de creuser dans quel secteur sont incluses les ETI, dans lesquels elles sont le plus productives, et à quels endroits elles sont clés dans la chaîne de valeur du secteur. Ça, c'est des recherches à venir, où là je pourrais vous dire, oui, si on en veut 500, mais alors 200 dans tel secteur. Je ne m'engagerai pas aujourd'hui sur ce plan-là. Bon, vous reviendrez quand vous aurez avancé sur vos recherches alors. Merci beaucoup. Pierre Flequinger, je rappelle que vous êtes donc professeur d'économie au Mines Paris et titulaire de la chaire ETI Lab. Merci. Merci beaucoup, Aurélie. On termine cette émission en parlant de digitalisation dans le secteur de la restauration avec Xavier Zetoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de ZenChef. Vous êtes un des leaders de la restaurant tech en Europe. D'ailleurs, j'ai découvert le mot restaurant tech. Je ne savais pas qu'il y avait une catégorie spécifique. Et donc, vous digitalisez ce secteur de la restauration en développant un ensemble de solutions technologiques. Moi, j'aimerais comprendre déjà ce qu'on entend par ensemble de solutions technologiques, parce que si je comprends bien, ça veut dire que vous allez plus loin que juste je réserve en ligne. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur de la restauration est en pleine transformation maintenant depuis plusieurs années. Et cette transformation, notamment digitale, s'est accélérée pendant le Covid et puis toutes les crises qu'a subi le secteur ces dernières années. Et donc, il y a un besoin de plus en plus important de la part des restaurateurs d'être plus performants, d'avoir des solutions pour attirer des clients et de faire face à une concurrence de plus en plus importante, des marges qui ont tendance aussi à baisser. Là, en ce moment, on le voit bien avec le coût des matières premières. Bien sûr. Et donc, pourquoi ZenChef? Nous, notre mission, c'est de créer donc un ensemble de technologies qui vont aider le restaurant à la fois à être plus performant donc dans la gestion des clients, donc bien sûr de la réservation en ligne, mais ensuite de l'expérience client qu'on va vivre sur place, puisqu'on va aussi apporter des solutions pour le paiement. Et puis même ensuite, une fois qu'on est sorti du restaurant, le restaurateur a besoin de fidéliser, de garder le contact avec les clients, puisque ce qui fait la force d'un restaurant, c'est sa capacité à faire revenir les clients le plus souvent possible. Et les outils technologiques peuvent apporter des solutions pour garder ce contact le plus fréquemment possible. Et donc, vous êtes quoi? Vous êtes un éditeur de logiciels en quelque sorte? Tout à fait, voilà, on développe une technologie SaaS, comme on dit, donc par abonnement. Donc le restaurateur est donc notre client qui nous paye un abonnement pour bénéficier de toutes les solutions dont ils ont besoin. Et de l'autre côté, on a des solutions qui vont également s'adresser aux consommateurs, puisque lorsque vous réservez en ligne, vous voyez quand même l'interface ZenChef. Et puis prochainement, on va lancer une application qui s'adresse vraiment aux consommateurs pour trouver des restaurants. Donc là, on va aussi apporter une solution, puisque on s'est rendu compte que quand on est consommateur, c'est difficile aujourd'hui de trouver une table dans les restaurants, surtout dans les restaurants de qualité. Il faut parfois s'y prendre plusieurs semaines à l'avance. Et donc nous, on veut améliorer ça donc, en connectant les restaurateurs et les clients. Mais ça veut dire que tout votre modèle réside sur l'abonnement et que le consommateur, lui, vous ne lui prélevez pas de commission quand il
quand ils réservent en ligne, par exemple? Non, alors en général, avant que ZenChef existe, il existait d'autres acteurs sur le marché dont le business model était la commission, mais pour le restaurateur. Pour le restaurateur, oui. Et non pas pour le client. En général, c'est gratuit. Quand on est client, on veut aller au restaurant, on n'a pas besoin de payer pour ça. Enfin, en tout cas, pas pour réserver. Et côté restaurateur, donc le modèle historique, c'était effectivement de payer une commission de l'ordre de 2 € par couvert réservé. Et donc, nous, on a voulu apporter une alternative aux restaurateurs qui est vertueuse, qui est plus alignée aussi avec leurs intérêts, puisque peu importe le nombre de réservations qui vont passer par la plateforme ZenChef, ça va être le même prix à la fin du mois pour les restaurateurs. J'imagine que, comme vous dites, c'est une plateforme, donc ça veut dire qu'il y a des données derrière. Qui est propriétaire de ces données ensuite? C'est aussi une grande différence par rapport à d'autres acteurs, c'est qu'on a voulu créer un modèle pensé pour les restaurateurs avant tout, même s'il met en relation le client et le restaurateur. Et donc, la propriété des données est celle du restaurateur à 100%. Et donc, c'est quelque chose de très important puisque la donnée, c'est une mine d'or et c'est ce qui fait la valeur d'un restaurant aujourd'hui, de son fonds de commerce. C'est la capacité à avoir donc un fichier client de qualité, une clientèle qui revient souvent. Et donc tout ça, ça se traduit aujourd'hui par la propriété de ces données. Mais comment est-ce que le restaurateur peut les exploiter, ces données? C'est là où moi j'ai du mal à comprendre. Parce que, OK, il a son fichier, OK, il peut éventuellement lancer une petite relance. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, venez. Mais bon, c'est pas non plus... Ce que vous dites est vrai et c'est une des solutions possibles, mais il y en a bien d'autres. Ce qui fait qu'on va revenir dans un restaurant, comme vous avez certainement dû le vivre, c'est surtout l'expérience qu'on vit sur place. C'est l'accueil, c'est la qualité de ce qu'on mange, et donc c'est cette expérience globale. Le restaurateur n'a pas forcément de solution pour savoir ce que le client pense. On peut demander l'avis, mais les gens laissent de moins en moins, donnent de moins en moins leur avis, ils sont pressés, ils n'ont pas le temps, ils ne veulent pas forcément le faire sur place. Donc déjà, la première chose, c'est de demander l'avis systématiquement de tous les clients qui sont venus dans le restaurant. Cette donnée, elle est très riche pour le restaurateur, puisqu'elle va lui permettre d'améliorer son offre, d'être dans une démarche finalement d'amélioration continue, et de s'appuyer sur ses avis pour à la fois donc répondre si jamais il y a un problème, résoudre le problème du client, lui proposer une solution, l'inviter à revenir, etc. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire grâce à la donnée. La deuxième, c'est que un restaurant, oui, il peut envoyer sa nouvelle carte, mais ce qui va avoir plus de valeur, c'est de cibler, par exemple, un client qui est venu au restaurant il y a 6 mois et puis qui n'est pas revenu, et de se dire comment on fait maintenant pour lui proposer quelque chose d'intéressant. Et donc, on peut lui permettre, par exemple, de venir découvrir la nouvelle carte en avant-première, de venir à une dégustation. En fait, c'est toute une logique de CRM, comme toutes les entreprises finalement font, mais que les restaurateurs, parce qu'ils sont très occupés dans leur restaurant, justement, à bien faire la cuisine et à bien accueillir les clients, qui n'ont pas forcément le temps de faire, ils ne sont pas devant un ordinateur toute la journée. Et donc, nous, notre mission, c'est de leur simplifier justement toutes ces tâches et de leur mettre à disposition des outils qui vont permettre de contacter le bon client au bon moment et non pas de faire du marketing de masse. Vous existez depuis 11 ans. Combien de restaurants travaillent avec vous et dans combien de pays? Parce que je crois que vous êtes présent à l'international aussi. Oui, alors aujourd'hui, on a 7000 clients principalement en France, en Belgique et en Suisse, même si on a des clients dans 15 pays. Maintenant, l'objectif de ZenChef pour les prochaines années, c'est de devenir leader en Europe. On l'est déjà en France et de conquérir tous les marchés européens où il y a des restaurants qui ont besoin de nos solutions. Et donc, j'espère que dans les 3 prochaines années, on aura plutôt dans les 30 000 restaurants au niveau européen. Alors, vous avez fait entrer à votre capital un fonds américain qui vous apporte 50 millions d'euros. L'objectif, c'est de continuer votre développement avec... Alors là, vous étiez effectivement sur du B2B, en fait, principalement. Là, vous avez évoqué tout à l'heure rapidement une application pour le B2C. Qu'est-ce que ça va prendre comme forme exactement? Quel type de service on pourra y trouver? Oui, comme je le disais tout à l'heure, quand on veut chercher un restaurant aujourd'hui, déjà c'est compliqué. Il y a de multiples plateformes. Il faut aller sur Google Maps, parfois il faut aller sur TripAdvisor. Et si on est dans un autre pays, c'est encore plus difficile. Et donc, ça reste encore difficile de trouver un restaurant. Ensuite, quand on a trouvé, souvent il n'y a pas de place.
et donc on est déçu, ou alors on essaye d'appeler le restaurant et puis personne ne répond, et donc à la fin on vit pas une expérience positive. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est connecter les restaurateurs qui ont des tables disponibles avec des clients qui sont en recherche de bonnes tables à travers une application et sur laquelle on va pouvoir évidemment se géolocaliser. On va avoir aussi toute une dimension éditoriale, un peu comme sur Allociné par exemple pour les films. On va pas juste avoir une fiche pour un restaurant, mais aussi une équipe de journalistes derrière qui va écrire des petites chroniques, qui va écrire des anecdotes pour donner envie d'aller dans ces restaurants. Donc oui, ça va devenir un produit important pour nous, puisque jusqu'à maintenant, on était très tourné vers l'optimisation de la performance du restaurant, des opérations, de la gestion des clients. Et là, on va aller encore plus loin en apportant un service supplémentaire à la fois aux restaurateurs, en leur apportant une nouvelle clientèle, et on va faciliter aussi la vie des amateurs de bonne table. L'idée, c'est d'augmenter le taux de remplissage des restaurants, c'est ça ? Tout à fait. C'est une des problématiques des restaurateurs. On l'améliore déjà à travers nos outils, par exemple, en limitant le no-show. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce phénomène. Parfois, on a des clients qui réservent et puis qui finalement ne viennent pas sans prévenir. Et ça, c'est dramatique pour les restaurateurs. Quand on connaît l'équilibre financier d'un restaurant qui est assez fragile, on ne peut pas se permettre d'avoir, quand on a un service complet, une table qui ne vient pas à la dernière minute et qui ne sera pas remplacée finalement. Et donc, grâce aux outils ZenChef, on envoie des rappels automatisés, on envoie parfois des demandes d'empreintes bancaires pour sécuriser la réservation. Et donc, tout ça, ça va réduire drastiquement le no-show à moins de 1% chez nos clients versus 20 ou 30% parfois dans certains restaurants. C'est ce qui arrive souvent d'ailleurs dans des restaurants qui accueillent une clientèle touristique. Vous savez, le phénomène où quand on prépare son voyage, on va réserver plein de restaurants et puis une fois sur place, une fois sur place on oublie. Donc on apporte déjà ces solutions qui améliorent le taux de remplissage, mais l'apport d'une nouvelle clientèle, donc sur l'aspect découverte du restaurant, est quelque chose qui arrive prochainement avec nous. Sur l'application à destination des consommateurs, quel sera le business model ? Ce sera aussi à la charge des restos ? C'est aussi la force de ZenChef, c'est que nous, on va conserver l'abonnement comme étant notre business model principal, mais on ne va pas l'augmenter et on ne va pas prélever de commission. Donc pour un restaurateur, ça ne va rien changer. Ça sera simplement un nouveau service disponible et qui va leur donner encore plus envie d'utiliser ZenChef par rapport à d'autres solutions. Et j'imagine que c'est à la fois conséquent en termes de développement, mais aussi en termes de rédaction, puisque vous avez mentionné qu'il y aurait des journalistes. Ça veut dire que vous allez engager un plan de recrutement ? Oui, alors aujourd'hui, ZenChef, on est un peu plus de 100 salariés. Et dans le cadre de ce développement européen et du lancement de cette application, ça implique de recruter beaucoup de personnes qui vont nous rejoindre dans les prochains mois. Bien sûr sur l'aspect éditorial, mais on a déjà une équipe aujourd'hui de 4 journalistes à plein temps, dont l'ancien rédacteur en chef des pages gastronomie de l'Express. Donc vraiment, on est déjà engagé dans cette démarche. Ouais. Et bien évidemment, il va falloir aller à la rencontre des restaurateurs sur le terrain, puisque c'est un métier de terrain. Et donc, on va recruter aussi pas mal de personnes sur l'aspect commercial pour aller rencontrer les restaurateurs. Merci beaucoup Xavier Zetoun. Je rappelle que vous êtes donc le CEO de ZenChef. C'est la fin de cette émission. Merci bien sûr de nous avoir suivis. Vous pouvez nous réécouter ou nous re-regarder en podcast et en replay sur vos plateformes habituelles et sur le site internet de Bismart, bismart.fr. On se retrouve très vite. Passez un bon week-end. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.